Bonjour à tous, bienvenue à notre émission du mercredi 27 mai. Bonjour Doc Maillot, bonjour Jean-François. José, Jean-François, nos abonnés, bon Bonjour à Oui, matin. tous. alors on vous laisse le temps de vous connecter. Merci beaucoup de le faire. Et pendant ce temps-là, on peut peut-être rappeler aux gens que demain, exceptionnellement, nous ne serons pas sur le web parce que nous avons été invités à une réunion de Cogeco pour le résultat des sondages numériques qui vont sortir. Puis cette réunion-là, ça tombe en même temps que notre émission. Donc, comme on vous a mentionné, on va se reprendre, par exemple. On n'est pas cheap. Donc, vendredi, on va faire une émission plus longue et ce sera un vendredi sexe. Alors, voilà ce qui en est. Maintenant. Et on va être inclusif. Ce matin, j'ai fait une sortie sur Sherbrooke. L'histoire des deux mamans du bébé, là, dans le Journal de Montréal, ça passe pas dans ma petite tête. Il y a des limites, là. On va se parler entre adultes. Et les niaiseries, ça va suffire. OK. Mais je pense pas que l'histoire c'est le des genre deux de mamans de vendredi bébé. sexe que le monde veut, là. Ça, on va se garder ça pour la semaine, Doc. Vendredi sexe, le monde OK, veut du correct. crunchy, du croustillant. Puis là, ça va être OK. vendredi. Ils vont préparer leur week-end. OK. C'est... Mais vous en parlerez Il vendredi matin. m'arrive d'être... Oui, pardon? Dans le meeting du vendredi matin, vous en parlerez. Mais pour notre émission Vendredi sexe spécial, 1h30, il faut qu'il y ait du crunchy un peu, là. Je suis un peu susceptible sur le masculin. Ah oui? Lorsqu'on attaque le masculin, ouais, j'ai comme une petite une sensibilité particulière. On n'avait pas remarqué. Je suis contente que vous en parliez. Au moins, ça le mérite d'être clair. Très, très clair. OK. Comme quelqu'un dit, tout un aveu. Aïe, aïe. Bon, alors, là, on va revenir sérieux. Là, on rit, là, mais je pense que ça va Là, on être va continuer à rire. Je pense pas, moi. Pas avec On le peut sujet dire qu'on jaune. a. Oui. Ah, exactement. Mais c'est une émission, je pense, qui va faire mal. Une émission où ce qu'on va se rendre compte à quel point l'humain peut être méchant dans toute sa splendeur. Et c'est, entre autres, c'est comme une suite d'hier. Hier, moi, ça m'a encore une fois troublée, je vous dirais, parce qu'il y avait certaines déclarations de nos abonnés qui nous disaient à quel point ils s'étaient fait dire des saloperies là, de la part de leur mère ou de la part de leur père. Alors, ce matin, là, ça va être un défouloir. Qu'est-ce qu'on vous a dit de pire dans votre vie et quel impact ça a eu sur vous? Puis, comme on le mentionnait en meeting, puis là, ça serait le fun que vous leviez la main pour parler, là. Ça se dit, là. Puis, il y en a, je suis certaine. Je ne sais pas si Sarah est ici aujourd'hui, mais Sarah, hier, si vous étiez là, vous avez entendu que sa mère lui avait dit plein de fois que quand elle était enceinte d'elle, elle avait pensé à se suicider à plusieurs reprises. Ça, c'est ce que sa mère lui a dit. OK? Ça, c'est un exemple, là. On l'a déjà parlé. Combien de mères ont déjà traité leur fille de salope de putain? Ça a un impact, ça, dans la vie de quelqu'un. Combien de personnes... Moi, là, je ne croyais pas à ça. Puis quand on a fait nos émissions ensemble à la radio, à un moment donné, on avait fait une question Spring là-dessus. Puis, ça fait longtemps, je n'avais pas dit ça, question Spring, mais on avait fait une question là-dessus et c'était, est-ce qu'un de vos parents a déjà dit à vous, là, avoir regretté de vous avoir mis au monde? Et il y en avait plein. Plein. C'est-tu de la méchanceté, ça? Je regrette de t'avoir vu au monde, j'aurais dû me faire avorter. C'est capoté, là. Mais quel impact ça a dans la vie de quelqu'un, là? C'est ça qu'on va discuter. Alors, c'est le temps de vous lâcher lousse. Quoi? De qui? Quel impact? C'est ça. Lâchez-vous. Exact. On le réessaye-tu parmi nos abonnés? Tout de suite, cette question-là? OK, la question, on va la partir. On va commencer raide. Est-ce que, bon, mère ou père? Habituellement, c'est la mère qui dit ça. Hein?
On le genre-tu ou on dit est-ce que votre mère? On va dire mère. Est-ce que votre mère vous a déjà dit qu'elle regrettait de vous avoir mis au monde? OK? Ou, ouais, ça, c'est une autre affaire, on y reviendra après de ça. OK. Fait que, est-ce que votre mère. Puis là, on va le genrer, là, femme, homme, là. Femme, oui, non, homme, oui, non. Ça, c'est dans les pires atrocités, selon moi, là. Ta propre mère qui te dit d'en face, je regrette de t'avoir mis au monde, là. C'est Ben, incroyable. au niveau des atrocités, José, il y a un pourcentage de femmes qui vont placer leurs enfants qui vont bien simplement par envie, dévorés par l'envie. Ça, c'est encore plus méchant, là. Ils vont les placer en famille d'accueil. OK. J'ai vu beaucoup de choses dans ma courte Oui, vie, oui, José. oui, oui. Ben, plus si courte, plus si courte. OK. Plus Alors, si longue, plus si longue. c'est le temps de répondre à notre question. C'est ça. C'est une émission qui va faire mal. Est-ce que votre mère vous a déjà dit qu'elle regrettait de vous avoir mis au monde? Merci de participer. Pendant ce temps, là, aujourd'hui particulièrement, là, je sais qu'il y en a qui indiquent des phrases, mais j'aimerais vraiment ça vous parler, que vous leviez la main, là. OK? J'aimerais beaucoup. Puis je pense que ça va faire du bien de le sortir, de le dire, là. OK. Alors, on va donner le résultat. Sur 36 femmes, il y en a 9 qui se sont déjà fait. Hey, c'est énorme. 9 sur 36. Ouais. Il y en a 9 qui se sont déjà fait dire que leur mère regrettait de les avoir mis au monde. Et sur 31 hommes, il y en a 8. Hein, ça part raide, hein? C'est à noter chez nos abonnés, à peu près dans les mêmes proportions. Autrement dit, le genre de l'enfant n'aurait pas un gros impact par rapport concernant les mères méchantes. Exact. Une femme qui est méchante, elle est méchante. Elle est méchante. Que ce soit avec sa petite fille ou son petit garçon, elle est méchante. Il y a de la bonne femme méchante au pied carré au Québec, ça, c'est indéniable. J'étais le premier à dénoncer ça. Hein. Ça s'était jamais dit. J'étais le premier à oser dire qu'il y a des mères méchantes au Québec. Et il y en a beaucoup, à des degrés différents. Mais elles sont nombreuses. Mm. Le père, lui, il fait quoi? Il se désintéresse. Le père, bon, la plupart du temps, c'est de la guenille. La majorité des hommes au Québec ont été assujettis, démolis, dénigrés, au point de ressembler davantage à une guenille qu'à un poteau. Il y en a plein. Levez la main, là, on va vous parler. Là. Eh, oui. Là, c'est une joke, ça, parce qu'elle s'autocritiquait elle-même. Là. Ricardo, il dit ma mère me traitait d'enfant de chienne, mais si elle traitait son fils d'enfant de chienne, elle se traitait de chienne. Non, mais Ça marche pas. c'est pas tout le monde qui s'écoute parler, José. En tout cas, c'est spécial. Là. Ici, on a tu es un accident, tu aurais dû être une fille. Oh, mais ça, c'est pas grave, ça. C'est anodin. Vous trouvez? Oh, oui. Surtout dire ça à un homme. Mais c'est le contraire qui arrive le plus souvent, je pense. C'est les filles qui se font dire j'aurais aimé ça avoir un gars. Ça peut-tu influencer la personnalité de la fille? Ça peut-tu faire en sorte que des filles qui sont plus tomboy à cause de ça? Tu sais, qui Non. veulent plaire à leur père, qui veulent Donc, ça travailler influence avec pas. lui. Non? La personnalité est génétiquement déterminée. Maintenant, l'expression de ces traits de caractère peuvent être bloqués, amenuisés, détournés par un parent méchant. Non, non, ça ne change pas la personnalité.
Hey, aïe, on en a un, Mathieu, Oui. en pleurant à grosses larmes, là. Tu es un échec, une déception. Voyons donc. Une déception totale. Tu me répugnes si c'était à refaire. Je ne t'aurais jamais eu, maudit ingrat. Oui. Ah oui, ben oui, ben oui. Mathieu, quel impact ça a eu sur vous? C'est ça. Alors, il y a pire que ça, là. OK. Alors, je vois qu'il y a des gens qui veulent nous parler. On va commencer. On va y aller. Allons-y. Oui. Donc, Jean-François, on attend ton OK. En attendant ici, On est prêt. OK, c'est parce que je ne te voyais pas. OK, excuse-moi. Oui. Non, mais OK, j'attendais que Maxime lève qu'il active son micro. OK. Donc, Maxime est en ligne. Bonjour, Maxime. Allô, Maxime? Vous m'entendez? Pas tellement. Vous m'entendez mieux, là? Non. C'est comme si vous étiez loin. Je mets mon micro d'en face, quasiment. Oui. Est-ce que vous m'entendez, là? Un peu mieux. 1, 2, 1, 2. Oui, ça s'en vient. Quasiment dans ma bouche. 1, 2, 1, 2. Oui, allez-y, on va pouvoir vous entendre. Bon, OK. Posez-moi la question. Là. C'est quoi la pire saloperie qu'on vous a dite? Ah oui. Ben, pas exactement une saloperie comme, comme vous avez dit tantôt. T'as une minute. Si, boire la misère. Je Non, mais c'est parle pas souvent du monde. Parce que pas facile de parler de ça non plus. Puis, Maxime. quand vous avez dit des parents qui disent directement, genre, j'aurais souhaité que j'avais une honte, mais ma mère n'a jamais dit ça de même, mais par ses propos qu'elle a souvent répétés au courant de mon adolescence, de ma jeunesse, elle m'a fait carrément savoir que j'étais comme les conséquences d'avoir fourré un moron. Mon moron de mon père qui est un moron. Des affaires comme si je vais être libéré de vous autres quand je vais être morte. Si vous êtes, Hey! me faire sentir comme un fardeau, mais tu sais, je sais pas si ça s'en est rendu compte, mais tu sais, moi, à l'époque, je ne m'en rendais pas compte comme aujourd'hui, vu que je reviens en arrière dans tout ça. Puis, de ma mère, ma mère, c'est comme la comparaison que je fais d'elle, c'est un peu comme un frigidaire. Elle est remplie de la base, une nourriture, tout le fait d'être là, de prendre ses responsabilités de nous avoir mis au monde, mais plus comme un fardeau. Mais c'est un frigidaire, c'est fret, c'est dur, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas vraiment d'affection. Elle ne s'est jamais vraiment préoccupée de l'intérêt de moi et mon frère à mon développement, à notre développement. À marier, j'ai un frère un peu plus jeune que moi, puis une demi-sœur 6 ans plus vieille. Puis les deux pères, le père de ma soeur, puis mon père, c'est des morons. C'est les deux morons. Elle n'a pas eu le tour, ma mère, dans sa vie, de choisir des hommes qui avaient de l'allure. Puis elle a subi les conséquences de ça. Puis mon père, lui, toute ma jeunesse, une bonne partie de ma vie, il m'a rabaissé, dénigré, la violence psychologique. Ça a fucké moi, ma soeur, mon frère. Puis dès que quelque chose que j'ai appris plus vieux, c'est dès que je suis né, je suis le premier de mon père. Ma soeur, elle a mangé des câlisses, psychologiquement. Là. Mon père s'est mis à la traiter de grosse, de vache, de ci, de ça, de. Donc, l'impact de ça, puis que notre mère, elle nous a pas vraiment protégés de lui. Mais ils se sont séparés jeunes, mais il a toujours été présent dans notre vie. Pareil, comme essayer d'être un père, prendre ses responsabilités de payer la pension. Ouais. Mais Maxime, j'ai-tu bien compris ou vous avez comme fait une tentative d'excuser votre mère en disant qu'elle n'a pas eu le tour de se trouver des hommes qui avaient de l'allure? Non, je ne l'excuse pas là-dessus. Elle va se trouver des excuses, elle dit qu'elle a fait son mieux avec ce qu'elle avait, mais c'est une excuse. Ça. Elle a fait son mieux, mon cul. Elle a-tu essayé de faire mieux? Non. Elle a fait juste endurer son existence, d'avoir 3 enfants avec 2 morons, puis vu qu'on était avec le père qu'on a eu, mais ça a fait de nous autres des enfants. C'était pas bien avec nous autres instants. Mon frère, il a été passer sa vie dans les familles d'accueil parce que c'était pas vivant à la maison. On a fait des affaires de thérapie familiale. Ça n'a jamais marché. À l'adolescence, vu qu'à commençant en secondaire, ça commençait à aller mal parce que je n'avais pas de colonne. Avec le père gainé que j'ai, comment je peux avoir un exemple d'être homme, d'être me défendre. Puis ma cousine me défendait, ma cousine qui me défendait contre les autres, qui m'intimidait tout de même. Là, elle, c'est une toffe.
Mais son père, il avait plus d'allure aussi. Mais en tout cas, puis, d'où j'étais rendu? Puis c'est ça, quand rendu à l'école secondaire, tu sais, j'ai commencé à arrêter d'aller à l'école, rester à la maison, m'empiffrer, manger mes émotions. Puis là, à un moment donné, j'ai été voir un psychiatre. J'ai aussi le syndrome de la Tourette, ce qui n'aide pas, là, mais que j'ai comme savoir des tics nerveux, puis on me le faisait me remarquer, on se moquait de moi et tout. En tout cas, à un moment donné, je vais au psychiatre, puis la chose qui se passe, c'est une évaluation, mettre ses pilules, sans des pilules, puis ah ouais, let's go, prends des pilules. Au lieu de m'aider à identifier qu'est-ce qui fait que je ne suis pas bien dépressif, je fais juste dépressif sur les pilules, prendre du poids, manger mes émotions, puis oh boy. Donc, j'ai eu des problèmes alimentaires, puis de toutes sortes d'affaires jusqu'à l'âge, jusqu'à il y a peut-être 4-5 ans, avant que je commence un programme Passe-Action où c'est des gens qui sont en santé mentale. Là. Vous savez, c'est quoi des programmes Passe-Action, Doc? Pour les gens qui ont une contrainte sévère à l'emploi, souvent, là. C'est des programmes, ça s'appelle Programme d'aide et d'accompagnement social en action, dans des centres communautaires ou dans des sortes d'affaires, dans le genre où des gens qui ont des problèmes de santé mentale vont pour soit se réintégrer socialement ou d'autres. Dans quelle région du Québec? La Grande Poubelle de Montréal. Ah, à Montréal, il y a ce programme-là? La belle grosse décharge humaine de Montréal. Bon, moi, je suis proche d'une tour d'ivoire, que c'est pas si pire. Bon. Le quartier où je suis. OK. Maxime, vous avez quel âge? Là, j'ai 32 ans. Vous avez 32 ans. Et vous pesez combien à l'heure actuelle? Ah, je suis overweight, Mario. Je suis entre 315 et 20. J'ai déjà été pas loin de 400. Juste réduire la liqueur puis le Pepsi, les cochonneries, ça m'a fait perdre 80 livres. Mais j'ai encore du chemin à faire, mais tu sais, c'est mieux que... Ouais. J'ai encore de l'effort à faire. Ouais, c'est pas facile. OK. Ouais. Et vos deux parents, est-ce qu'il y avait un problème alimentaire? Ma mère est overweight. Mon père, il mange juste de la cochonnerie. Votre mère pèse combien à peu près? Oh boy, elle est petite. Mon père, il est là. Oh oui, elle pèse combien, bonne femme? Bonne femme, oh boy, j'ai jamais de mot de voix, mais elle est grosse. Elle est grosse. Puis comparé à moi, moi qui est grand, 6 pieds 3, un plus large que chaud, même à 400 livres, j'ai l'air moins obèse que ma mère ou ma soeur même. Elle est obèse, elle est grosse. Ah. Elle travaille dans l'imprimerie de bout, les levées elle travaille physique, puis imagine, avec ce poids-là, elle a des veines qui sortent des pieds, puis des bras, en tout cas. Ah, il est pleine de veines variqueuses. Ah oui, elle a des problèmes elle a souvent été à l'hôpital, des trucs de pieds ou des grosses veines qui ont sorti des pieds, là, elle est grosse. Oui, des varices. Des veines variqueuses, des varices. Aïe. Elle est en retraite dans 1 an, elle devrait être en retraite. Et José qui me reproche de trop parler d'obésité. Ah, c'est un fardeau. Moi, je ne suis pas fier de ça. Il y a des gens qui prennent la fierté d'être gros. Soyez bien dans votre corps, soyez, qui encouragent ça, qui disent hey, vous êtes gros, soyez fiers de ça. Non, il n'y a pas de quoi être fier de ça, Chris. C'est douloureux. J'ai l'enfer, les douleurs que j'ai dans le dos ailleurs, c'est inconfortable juste pour bander. On dit que je vais rencontrer une femme, puis j'ai la misère à bander. C'est à cause juste un peu de stress, puis le fait que je suis un peu dépendant de la porno, on va dire. Attendez un peu, Maxime. À partir de quel poids vous avez vraiment de la difficulté à copuler une femme? J'ai pas eu assez d'expérience quand j'étais mince pour ça. J'ai toujours été gros. Depuis l'adolescence, en surpoids. Bon, Maxime, vous savez que vous êtes extrêmement vulnérable à des complications graves du virus chinois actuellement. J'ai quand même un bon système immunitaire, je ne suis jamais malade. J'ai jamais, des grippes, rhumes, même je suis peut-être pneumonie, j'ai jamais eu de symptômes très rarement. Vous avez 32 ans, là. Oui, Maxime. Je sais que c'est en danger dans le futur à cause du diabète. Non, Maxime, à l'heure actuelle, ce n'est pas parce que vous avez une bonne santé que si vous êtes exposé au virus chinois, vous risquez des complications importantes. Si je le pogne, puis je deviens symptomatique, oui, sans doute. Alors, s'il vous plaît, soyez très prudents. Oui. Portez un masque, sortez le moins possible. Utilisez beaucoup votre jugement. Ah, ça, on vous veut vivant. Ah, je vais essayer de rester plus longtemps, puis j'ai hâte que le déconfinement finisse, je puisse aller me baigner, baigner à la piscine communautaire pas loin, là, c'est une de mes sorties qui me faisait faire d'autres choses aussi. Mais là, il n'y en a plus. Non, ça va revenir sur le ballon. Bye, Maxime. Ça commence à
pas le temps long. Merci beaucoup. Bye-bye, José. bisous. Bye. Oui, bye. Je vais me justifier Vas-y. parce que je ne voulais pas interrompre la conversation, mais vous avez dit que je vous reprochais de parler trop d'obésité, mais je vais expliquer C'est une pourquoi. blague. Non, c'est pas de blague, c'est parce que le matin, je vous l'ai dit en meeting. C'est parce que c'est stratégique. Puis vous le savez pas, on n'a pas le temps de l'élaborer. Nous, notre objectif, là, c'est que vous passiez à Denis Lévesque, que vous passiez à Richard Martineau, que vous passiez partout pour faire connaître l'émission. C'est ça? Mais si vous êtes tout le temps sur le même sujet, il vous invitera pas. Vous allez déjà en avoir parlé. Fait que plus que vous allez amener d'autres thèmes, plus que là, il va vous inviter dans son émission. C'est totalement stratégique. Moi, l'obésité, j'en parle à longueur de journée avec mon keto, avec l'académie et avec le bootcamp. Fait qu'on pourra en parler tout le temps, ça ne me dérange pas, mais c'est pour le bien là, de vos entrevues. Mais, Pour oui, ça, là. je blaguais, mais compte tenu de l'appel de Maxime, écoute, Maxime est vraiment obèse, sa mère est obèse, sa sœur est obèse. 3 personnes vulnérables sur 4 Oui, avec Maxime. oui, 3 sur 4. oui. Hey, on a quelqu'un. C'est pas une farce, là, les amis. Jonathan, là, il dit je connais quelqu'un qui a 2 filles, puis lorsque la deuxième est née, il pleurait parce qu'il voulait un garçon, puis sa deuxième fille est très tomboy. Moi, je vous dis qu'il y a un impact. Moi, j'ai vu ça. Ben, ça se peut. Écoute, c'est pas exclu, là. C'est pas exclu, mais ça peut. Est-ce que ça peut bloquer toute expression de la féminité? Rien n'est impossible, José, dans certains cas. Je ne suis pas fermé à l'idée. On va poursuivre. Jean-François est là. Oui. On a Mathieu. Bonjour, Mathieu. Allô, ça va? Mathieu, Allô, là, allô. chez nous. Oui, je réponds à l'appel de José qui s'ébaudissait que ma mère me trouvait une déception. Une déception Oui. totale, terme que j'ai entendu souvent dans mon enfance et habituellement dans des crises de larmes assez manipulatoires avec pointage du doigt, bave qui écume aux lèvres et probablement sur le bord de lancer 2-3 trucs en l'air. Fait que ça, c'était un de ses calls préférés. Et honnêtement, c'est un bel exercice pour moi parce que j'ai de la misère à toutes les rassembler, les choses qu'elle m'a dites. Fait que là, je vais essayer d'en faire un pot pourri. Et peut-être que le doc ou toi pourrait me questionner plus spécifiquement. Là. Allez-y, lâchez-vous. Mais dans ses répliques préférées, puis ça, c'est des répliques qui revenaient pratiquement à chaque semaine ou à chaque mois au minimum. Je me souviens qu'elle me disait souvent en hurlant « Tu gagneras pas ». Donc, lorsqu'on avait une dispute, lorsqu'on argumentait par rapport à un sujet, ça, c'était une de ses répliques préférées. C'était avant même que le débat s'engage, tu ne gagneras pas. Donc, en partant, aussi, elle aimait bien ça me dire genre que si elle n'était pas là, j'allais tout simplement crever. J'allais me ramasser dans la rue itinérant, j'allais la supplier pour la revoir. Elle me disait que si je n'étais pas content d'aller vivre chez le voisin. Ça, je pense que ça doit être un classique parce que j'ai d'autres personnes qui m'ont dit qu'ils l'avaient entendu, celle-là. Si elle ne serait pas là, je mourrais de faim, je ne serais pas capable de survivre par moi-même et compagnie. Dans les clichés aussi, vous ne l'avez pas dit, ça, qu'elle allait vous placer dans un centre d'accueil? Oh oui. Si je prenais de la drogue, c'était certain que je m'en allais dans un camp de rééducation. Elle allait me placer. Si je ratais le couvre-feu, elle m'envoyer la police après moi, me renier. Puis quand j'ai appelé la dernière fois, qu'est-ce qu'elle me disait aussi? Ah, il y avait un truc qu'elle me disait, là, ça m'échappe, là. Ben là, déjà, il y en a pas mal, là, je trouve, Mathieu. Évidemment, elle regrettait de m'avoir eu aussi lorsque je faisais quelque chose qui lui déplaisait. Elle s'imaginait pas avoir eu un gars comme ça. Puis, oui, un qui était bon aussi, c'est que, parce que moi, dans le fond, j'ai été très, très tôt, j'étais un intellectuel précoce. D'ailleurs, au secondaire, ma meilleure amie, c'est la bibliothécaire. Là, j'ai commencé à utiliser des mots fancy. OK? Fancy. Comme ironie. Et je me souviens d'une fois, j'avais utilisé le mot ironie. J'ai dit, maman, c'est ironique ton comportement. Crise de larmes démentielle. Quoi? Je t'ai offert une éducation! Puis là, tu utilises des gros mots pour m'humilier! Tu veux m'humilier! Parce que là, évidemment, elle ne comprenait pas c'était quoi le sens du mot ironie. Et elle, dans sa tête, je n'avais utilisé ce mot-là que pour la diminuer dans son nuance. Je précise que ma mère, c'est quelqu'un qui était né en 57. Elle rêvait de faire des études en droit, puis elle aurait été bonne, là. Ma mère, c'était quelqu'un, elle était de tous les combats sociaux, elle montait aux barricades comme Dolores Desormeaux, il n'y avait pas de problème.
Mais elle n'avait pas pu pour X raisons, manque d'argent, société qui lui disait c'est pas vraiment ta place. Fait qu'elle a fini dans des petits boulots, puis c'est sûr que c'était pas ça qu'elle voulait. Fait que elle c'était bien important pour elle que j'ai une éducation, mais l'affaire, c'est que moi, je suis un vrai intellectuel. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui se passionne pour les mots, les livres, tout ça. Puis ça, elle comprenait pas ça. Mathieu, merci. Merci d'avoir été avec nous. C'était terrible. Hey, la bonne femme est née à 57. Je suis né en 49, presque 10 ans avant. Ben, j'ai remarqué ça, moi aussi. Elle n'est pas si vieille que ça. À quoi? À 61, c'est ça? Quoi? Levez la main, Caroline. Vous pouvez nous parler. Là. Caroline, ça me fait dire des quelqu'un aussi. Là. Hey, ça, la phrase. Edith, ma mère me disait, si t'es pas jolie, sois poli. Oui, ça, c'était commun. C'était fréquent chez les bonnes femmes au Québec. Puis une phrase commune, je pense. Là, moi, j'ai entendu ça. Là. Veux-tu bien me dire que j'ai fait au bon Dieu pour avoir des enfants de même? Nous autres, quand on était tannants, là, c'est la phrase de ma mère. Oh, c'était commun, ça. Ça faisait partie de la culture, du bouillon ambiant d'une époque. Lorsqu'il y avait plusieurs enfants. Et on peut comprendre des moments d'impatience. On ne peut pas comprendre la méchanceté. Oui, c'est ça. S'impatienter est une chose. Être méchant, c'est de répéter un commentaire qu'on sait qui fait mal sur des années. Oui. Oui. Mais, ouais, Super 4 a dit, mais ça faisait mal pareil. Ouais. Charles, lui, je vais aller te porter sur le perron du curé, il y a juste lui qui peut t'endurer. C'était, hein, dans ce temps-là, là, il n'y avait pas grand patience, hein? Écoute, je répète, pour les bonnes femmes, on peut comprendre une mère avec une grosse famille s'impatienter et énoncer certaines phrases. On ne fera pas de la gonzesse ce matin, là, on ne sera pas susceptible. La méchanceté, c'est autre chose. Et Mathieu, là, son histoire d'ironie, malheureusement, oui. sa mère, c'est une nouille. Elle rêvait d'être avocate, imagine la nouille. Ironie, avant de t'enflammer, va voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Le petit bonhomme, malheureusement, il était plus brillant que sa mère. So what? La nouille. Ton fils ou ta fille sont plus brillants que toi, puis, il est où le problème? Oui, les enfants vont avoir plus de langage que toi. Et puis, si tu ne comprends pas un mot, tu peux leur demander ce que ça veut dire, puis tu peux aller voir dans le dictionnaire. Je le fais encore régulièrement à 71 ans. J'ai mon dictionnaire dans mon téléphone. Tu es témoin de ça régulièrement. Ce matin. Écoute, je te dis, je saute rarement une journée sans consulter le dictionnaire sur mon téléphone. Oui. On parle des parents, là, mais je suis en train de lire, parce qu'on dit, c'est quoi, notre sujet, c'est quoi la pire saloperie qu'on vous a dite et quel en a été l'impact dans votre vie, là? Il y a quelqu'un qui nous a écrit, moi, c'est pas mes parents, c'est mon ex-chum pervers narcissique qui disait de m'aimer à la folie puis qui me traitait de pute, de vieille danseuse poubelle à sperme. Je suis contente de voir que c'est un ex. Tout ça existe. Oui. Mais oui, mais madame, le pauvre, il faut le comprendre. Vous êtes belle comme un cœur, convoitée outrancièrement. Et le pauvre doit subir toute cette concurrence, régulièrement déloyale. Il faut comprendre, à l'occasion, une saute d'honneur. J'étais ironique. Oui. Que... Juste avant qu'on poursuive avec Jean-François, là, ça, c'est dans les autres phrases. Dans la même catégorie que ta mère qui te traite d'enfant de chienne, là, je me faisais traiter de bâtard jusqu'à ce que je comprenne ce que ça voulait dire. Spécial, ça aussi, hein? C'était fréquent, ça, oui. Oui, Jean-François. Oui.
On y va avec Franny. Bonjour, Franny. Bonjour. Oui, allô? Bon, vous m'aviez demandé hier de téléphoner parce que j'avais écrit. C'est difficile pour un parent d'avoir des enfants brillants. Bon, Oui. moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est pas difficile. Je voulais dire, c'est dur pour l'ego, là. C'est parce que moi, j'ai pas. Mes parents m'ont pas appris à argumenter, ils me faisaient taire. On n'a pas appris ça chez nous, mais moi, mes enfants, ils ont appris ça. Je les laissais beaucoup parler. Ça fait qu'ils sont devenus très bons dans l'argumentaire. Puis c'était des enfants brillants. Donc, moi, comme à 14 ans, quand ils ont commencé à prendre du pot, mettons que ça m'a... Moi, je suis pas... j'étais pas très connaissante à ce sujet-là. Je prenais pas de substance. Tu sais, je prenais un petit verre, mais pas de pot. Puis eux autres, ben, ils ont commencé à prendre du pot. Puis là, ça m'a remis en question. Tu sais, je veux dire, ils m'amenaient des arguments. Je suis toujours pas d'accord, mais tu sais, ils amènent des arguments quand même qui m'ont fait réfléchir, tu sais, sur la drogue, là. En tout cas, pas la drogue forte, là, mais pour eux autres, le pot, c'était pas grave, là. Tu sais, ben, pas grave. Ben, dans le fond, tu sais, moi, je prenais un verre, des fois, de temps en temps, un petit verre de bière, un petit verre de vin, puis il me disait que c'était pas pire que prendre un joint, c'est pas pire que prendre... C'est légal. C'est maintenant légal. Ouais, puis eux autres, ben, Les deux, alcool et cannabis sont légaux. c'est ça. Puis, ben, ils ont commencé à 14 ans, aujourd'hui, ils ont dans la trentaine, là. Oui. Puis, ils en prennent encore un peu, ils en prennent à chaque jour. Moi, j'aime pas ça, mais... ils me font prendre conscience quand même que c'est vrai que c'est peut-être pas aussi pire. Tu sais, je veux dire, c'est peut-être pas si pire que ça, prendre un joint par rapport à quelqu'un. Bon, Franny, avec qui vous avez fait ça, ces enfants-là? Ben c'est ça, c'était un gars qui avait du bon sens, là. C'était un gars éduqué, là. Il était chimiste. Tu sais, c'est un gars éduqué, mais il a commencé, quand je l'ai connu, il prenait pas de pot, mais à un moment donné, il a connu une femme, puis là, elle en prenait, fait que il a commencé à prendre un petit joint, tu sais, c'était pas un drogué, tu sais, il en prenait un peu chaque jour, là, peut-être, je sais pas moi, 2 joints avec sa blonde, puis ils ont commencé à faire fumer un peu mes enfants qui allaient là, tu sais, la fin de semaine, fait qu'ils ont commencé à fumer un peu. Puis la cigarette aussi, parce que chez nous, Franny, j'appelle ça une situation perdante. Ouais. Alors, faites autre chose dans la vie. Qu'est-ce que vous faites? Là? Parlez-nous de vous, là, puis votre épanouissement personnel. Parce que vous êtes dans une situation perdante. Alors, non, ça mais ne rien de parler de ça jusqu'à demain matin. Là. Oui, je sais. Mes enfants, aujourd'hui, sont dans la trentaine, puis je veux dire, leur vie est quand même correcte. Là. Ils travaillent. Franny, c'est des poteux. Bon. Ben, des poteux comme le bonhomme. Ils travaillent quand même. Ouais, en tout cas. Oui. Alors, on continue. Vous, parlez-nous de vous. Qu'est-ce que vous faites je suis d'accord avec toi que moi, je veux dire, j'admettrai jamais ça. J'aime pas ça qu'ils prennent du pot, mais quand Franny! Oui. Franny! Ce que je veux dire, c'est que... Parlez-nous de vous, votre épanouissement. Non, mais moi, je suis heureuse, je suis correcte, moi. Je veux dire, ma vie est très bien. Ben, dites-nous-les. Ma vie est super correcte. Mes enfants aussi, là. Non, un petit verre de vin de temps en temps. José, peux-tu lui expliquer qu'on a eu sur les enfants? On veut parler de vous, là, Franny. Ah, mais moi, je veux dire, moi, j'ai pas de problème. C'est parce qu'aujourd'hui, on parlait que les enfants... Bon, OK. José, aide-moi. Elle comprend pas. Le sujet, c'est que les enfants, des fois, ils sont plus... Ils nous font... Vous faites ça exprès. On dirait que vous faites exprès. Franny, c'est quoi le sujet aujourd'hui? Non, mais là, c'est parce que Doc Mayus, ça fait plein de fois qu'il vous pose la question. Oui. Vous, comment ça va? Moi, ça va très bien. Moi, j'ai pas de problème. Mais à part qu'elle allait très bien, êtes-vous épanouie sexuellement dans la vie? Est-ce que vous avez un conjoint? Est-ce que ça va bien? Oui. Ma vie est très correcte, là. Je veux dire, malgré oui, j'ai eu des parents qui m'ont, comme je l'ai dit souvent, là, j'ai appelé plus qu'une fois, là, vous commencez à me connaître, même que j'ai changé de nom à un moment donné. En tout cas, oui, ça fait comme 4-5 fois que je vous appelle, puis c'est sûr que mes parents, ils n'ont pas été, c'était pas des parents super dénigrants, c'était pas... Oui, mon père disait des petites remarques, là, des petites remarques, genre qu'on est...
J'avais des grands cannes, là, je l'ai déjà dit, là, tout ça, des petites choses, mais pas... ma mère, mais je me rappelle d'une chose que ma mère m'a dit. Elle était sur le bord de mourir, là, avec le cancer. Puis elle m'a dit, tu sais, Sylvie, tu vas l'avoir pour toi toute seule, ton père, maintenant. Tu sais, elle m'a dit ça juste avant, comme 3-4 mois avant de mourir, là. OK. Puis ça m'avait frappée. Je me rappelle que ça, là, ça m'avait dit, ouais, qu'est-ce qu'elle a ressenti toute sa vie pour moi, cette femme-là, tu sais? Comment ça fait qu'elle me dit ça? Juste avant de mourir, elle me dit que je vais avoir mon père pour moi toute seule. Tu sais, j'ai trouvé ça très, très... oui, ça m'a vraiment frappée, puis blessée, là, comme si j'avais été une rivale pour elle toute ma vie, là. Mais c'était pas une grosse, tu sais, c'était pas une grosse... c'était pas... t'es une pute, t'es une salope, c'était plus subtil que ça, tu sais, c'était vraiment... Je trouve la remarque était subtile, là, tu sais. Et Sylvie, cette femme-là vous a suggéré d'aller continuer à vivre votre relation incestueuse avec votre père. Ben, dans sa tête, mais moi, il se passait rien avec mon père, là, je veux dire. Mon Non, père, non, Sylvie! Sylvie, allumez! Pas dans sa tête, elle vous l'a dit! Sylvie! oui, mais elle m'a Insultez-nous dit pas, oui. là! Oui, mais qu'est-ce que tu penses dans sa tête, qu'est-ce qu'elle pensait? Elle pensait que moi... Non, on veut pas le savoir, ce qu'elle pensait dans sa tête. On veut entendre ce qu'elle dit. Ben, elle a dit ça. Elle a dit, Sylvie, tu vas l'avoir juste pour toi toute seule, dorénavant. Oui, ça va être... Hein? c'est ça qu'elle m'a dit. C'est ce qu'elle a dit, la bonne femme. Oui. Ben, moi, j'ai essayé d'interpréter... Bye, Sylvie. OK. Non, il y a... Hey! J'ai essayé de... Non! C'est Qu'est-ce ça qu'elle a dit. dit? Oh, oui, c'est clair. Ben, oui. Bon, allumez! Bye! OK, Hey, bonjour. merci de nous OK, avoir merci. parlé. Non, c'est une phrase importante. Ben, j'ai essayé d'interpréter. Hey! La bonne femme se meurt, dit à sa fille adulte, dorénavant, tu vas l'avoir juste pour toi toute seule. Vous allez pouvoir continuer à vous aimer d'amour tendre. Il y a de l'amour dans l'air. Mm. C'est ça qu'elle a dit. Il y a des phrases qui ne prêtent pas ou qui ne laissent pas place à aucune interprétation, José. C'est clair. Oui. Oui. Dans sa tête, on se sent maudit. C'est ce qu'elle a dit. Mm. Moi, j'ai envie de poser une question Lâche-toi parce encore que plus il y a du monde qui difficile. sont lourds. Parce qu'il y en a parmi nos abonnés qui en ont des enfants. Avez-vous déjà été très méchant avec vos enfants? Avez-vous déjà dit une saloperie à un de vos enfants? On genre homme-femme. Exactement. Alors, homme-femme, avez-vous déjà dit une saloperie à un de vos enfants? Que vous le regrettiez ou pas, là, l'avez-vous fait? Oh, on s'en fout. C'est Vous ça. l'avez dit. Exactement. Votre état d'esprit, votre état d'âme, là, on s'en maudit comme dans la Garande. L'avez-vous dit? Oui, Avez-vous dit une saloperie, une vraie? oui. Il y en a plusieurs qui ont écrit Je vais te casser. M'a dompté, là. Ça aussi, ça revenait souvent dans le temps, là. José. Ouais. Quel est le pourcentage de bonnes femmes qui ont rêvé de casser leurs enfants? Ben là, ils sont majoritaires. Non, une vraie saloperie, là. OK. Alors, c'est le temps de répondre. Merci. Ben, merci parce que Jean-François a mis le qualificatif très méchant. Tu sais, Charles, il dit une vraie, la ligne est où? Charles! Elle est tellement difficile à tracer, la ligne. C'est comme les grosses, elle est très grosse. Moi, la ligne, là, j'ai assez de misère avec ça, là. Charles, il y a une faculté mentale qui s'appelle le jugement. Jauger et réagir. OK. Alors, résultat,
parmi ceux qui nous ont répondu, il y a eu 15 hommes. 4 ont déjà été très méchants. Et sur Ouais. 18 femmes, 4 ont été très méchantes. Ouais. Avouez. Avouez et... parce qu'il y en a qui... Ça se peut-tu? Il y en a-tu qui s'en rendent pas compte? Ou, il me semble que tu le sais quand t'es méchant. Mais non, tu as besoin du curé pour te le dire. Tu as besoin de l'imam pour te le dire. Tu as besoin du rabbin pour te le dire. Ben oui, voyons, pas capable de... Non, 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 non. Un adulte. Voyons, un adulte n'est pas capable de se rendre compte qu'il a été très méchant. Ça y prend quelqu'un d'autre pour lui dire. Ben oui. Alors, continuons d'infantiliser la collectivité, puis on va avoir plein de monde qui vont dire n'importe quoi. Mais je savais pas qu'il était méchant. Imbécile. Femme 28 se fait traiter de sauvage. C'est toutes des affaires qu'on a déjà entendues. C'est... Caroline a dit, ma mère m'a dit qu'elle regrette des vacheries qu'elle a dites à mon frère, mais elle était pire avec moi. Ah! L'hypocrisie féminine. On Comme n'est pas- Sarah, elle dit, ma mère me disait que j'étais pas aimable pour expliquer son comportement. José, là, on vient de graduer. Là, on vient de graduer. Il y a différentes phases, il y a différentes étapes, il y a différents niveaux de méchanceté. Il y a la méchanceté brute. Il y a la méchanceté enrobée. Et il y a la méchanceté camouflée. La bonne femme est incompétente. Elle est méchante. Elle le sait qu'elle l'a pas, qu'elle n'a pas d'instinct maternel, qu'elle est une mauvaise mère. Sais-tu qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de convaincre sa fille que si elle avait été plus aimable, elle aurait été une meilleure mère. Au royaume des salopes, je dirais, il n'y a aucune limite. Les hommes peuvent tuer. Les femmes peuvent détruire. Puis ça doit être plus pernicieux dans le sens que c'est plus tard que tu te rends compte de ça. Tu sais, une mère qui dit j'aurais dû me faire avorter, là, c'est clair, elle est méchante. Mais en psychanalyse, tu te rends compte que ta mère, elle a enfirouapé sa méchanceté. 4 ans de psychanalyse à 1 heure par semaine. Avant que cette femme-là découvre le stratagème extrêmement élaboré, non seulement enrobé, camouflé sous des dehors de bonté. Ça va même jusque-là. Tu n'as pas idée jusqu'à quel point des mères peuvent être de vraies salopes. Tu n'as pas idée. C'est ce que la psychanalyse permet de faire. C'est d'aller débusquer. Ça peut prendre des années. Oui, bien, c'est le plus difficile. On le voit souvent. Hein? Ici, là, nos abonnés, ils connaissent l'émission. Ils sont habitués à ça. Mais, tu sais, je me rappelle, là, le nombre de fois d'auditeurs à l'époque qui refusaient, qui excusaient leur mère, qui trouvaient des excuses. Ça se pouvait pas. Elle l'a fait avec ce qu'elle avait. Elle-même, elle a vécu ça. Elle savait pas hein? Le nombre d'excuses, là. Ouais. Je pense que c'est ça que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et Plus généralement, encore que le père, je pense. Voir sa mère telle qu'elle a été. oui. Et parce que il y a maintenant beaucoup de femmes instruites. Et qui dit instruction dit construction intellectuelle. Ça peut être très élaboré, José. Et des constructions intellectuelles extrêmement malsaines dans le rôle de mère, ça pilule au Québec. J'aime le jeu de mots. Non seulement ça pullule, mais ça pilule. Oui, c'est ça. Parce que souvent, ces femmes-là sont au
instruite et aux pilules, gelées comme des bines. On va poursuivre. Oui. On a quelqu'un en ligne, voilà. On a Frat qui est en ligne. Bonjour, Frat. Allô, allô? Hello. Oui. Hello. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très Oui. bien. Génial. Alors, moi, c'est pas quelque chose qui est directement méchant, mais plutôt indirectement. Quand j'étais plus jeune, j'avais 11 ans et j'avais mentionné à mes deux parents que je souhaitais changer euh, pour aller vivre avec mon père. Et j'habitais avec ma mère à ce moment-là. Mhm. Après un peu de temps, ma mère a décidé de discuter tranquillement avec moi sur le divan du salon. Je vais me rappeler de la scène toute ma vie. Elle m'a sorti des radiographies, en fait, un IRM de son cerveau, je pense, ce qui était des photographies qu'elle avait prises suite à un TACO ou un IRM, je me rappelle plus trop. Et il y avait des petites taches noires dans son cerveau et elle m'a dit, maman a la sclérose en plaques. Si tu crées du stress à maman, maman va mourir. Eh boy! Donc, moi, j'étais au moment où je voulais prendre une décision pour moi. J'avais besoin d'un modèle paternel dans ma vie. Je m'en souviens très bien. C'était un besoin que j'avais d'aller vivre avec mon père, même si elle m'avait dit toute ma vie que mon père est un irresponsable et puis que c'est un alcoolique. Et bon, moi, je le connaissais autrement, mon père. C'était pas l'image que j'avais de lui. C'était une personne qui était pour moi un modèle. Il travaillait fort. Je me souviens qu'il a toujours payé la pension alimentaire à ma mère. Même si elle me disait que c'était compliqué, c'était automatiquement versé dans son compte. C'était pris directement sur sa paye. Donc, Prélèvement par le gouvernement. Exactement. Et puis, je pense que j'étais assez intelligent à ce moment-là pour me rendre compte que ça faisait pas de sens. Qu'elle me dise que c'était compliqué parce que mon père me disait de toute façon qu'il était obligé de travailler des heures de fou pour justement payer cette très grosse pension alimentaire qui prenait, je pense, 75 % de son salaire. Très honnêtement. Et je me souviens qu'il était obligé de souvent travailler au noir, les soirs, après ses chiffres, pour être capable de se mettre un petit peu d'argent de côté. Et de son côté, ma mère disait que mon père se servait de cet argent-là pour se droguer. Puis, alors que mon père, quand j'arrivais à la maison, chez lui, à son appartement, ben, j'avais une garde-robe de linge, j'avais des souliers neufs, j'avais un manteau qui était prêt, il y avait de la bouffe en quantité industrielle, j'avais des consoles de jeux, j'étais gâté, pas juste un peu, et puis il tenait beaucoup à moi, il me présentait des gens, ma mère m'empêchait toujours de voir mes amis, elle m'empêchait de vivre ma vie finalement parce qu'elle avait supposément peur et qu'elle m'aimait énormément. Elle voulait me garder près d'elle. Mais mon père, lui, plutôt voulait que je forge mon indépendance et me donnait les outils pour réussir. Alors, j'ai décidé, quand j'avais 12 ans, de quitter. J'ai pris sur moi et je me suis dit, ben, s'il faut qu'elle meure, ben qu'elle meure. Et je suis parti vivre avec mon père. Je lui ai Mais dit, là, excusez-moi, à 12 ans, vous vous êtes dit ça? yes, madame. Wow! Ouais. Mes testicules avaient poussé. Hey, mais ça veut dire que ça ne devait pas être drôle à la maison quand tu es rendu à penser comme ça, là. J'ai eu droit à une crise de larmes, un tsunami de larmes qui a duré des semaines et des semaines. Je me demande en fait si à l'intérieur d'un an, j'ai été capable de voir ma mère là, sans son espèce de terreur sur le visage, là, parce qu'elle venait de perdre la plus grande partie de sa vie et elle me le répétait toujours que j'étais l'homme de sa vie. Et moi, je n'avais pas envie d'être l'homme de sa vie. Mais Frat, c'est vrai qu'elle vous aimait énormément, que vous étiez l'homme de sa vie. C'est vrai. Tout à fait. Et encore aujourd'hui, je suis rendu dans la trentaine, elle me le répète encore. Mais là, parlez-nous. Là, vous êtes déménagé chez votre père? Exactement. Je suis parti chez mon père. J'ai vécu chez mon père jusqu'à 16 ans. Mon père, effectivement, avait des problèmes de consommation de drogue. Il consommait de la cocaïne. Et puis, avec un heureux mélange d'hydromorphine, après avoir subi une opération au dos à cause d'un hernie cervicale, il a fait comme une espèce de pseudo-psychose. Et puis, il a été bizarre pendant à peu près 2-3 mois de temps.
Et puis, on a su à la suite d'une tentative de suicide que le mélange alcool, cocaïne et hydromorphine n'était vraiment pas un bon mélange pour lui. Comme pour bien d'autres personnes, probablement. C'est évident. Et puis, ben, c'est ça. Ben, en fait, c'est moi qui a vu mon père la nuit où il a décidé de mettre fin à ses jours dans le bain. Et je pensais qu'il dormait parce qu'effectivement, il ronflait. Pour moi, il semblait s'être endormi dans le bain. Et j'ai pas vraiment réagi sur le coup. J'ai juste fermé la porte. C'est la femme de ménage le lendemain qui l'a retrouvé dans son vomi, couché sur le côté. Il était très chanceux, en fait, de s'être levé du bain pendant cette période de buzz-là, là, et d'être allé se coucher sur le côté. Puis il a été sauvé par ça, en fait. Il a été sauvé par juste un réflexe qu'il a eu. Et puis, ben, c'est ça. Il a pris 3 ans ensuite de ça, recommencer à parler. Mais Carrément. juste avant, vous, ça vous a-tu marqué, cet épisode-là? Ça a été dans une drôle de période. J'ai fait mon coming out à mon père à peu près 3 ou 4 mois après cet incident-là. Et disons que sa réaction a été assez dark. Il m'a dit ta mère t'a raté. Tu le sais que c'est un gars que je voulais, pas une fille. Puis je veux rien savoir de toi. Fait que moi, j'y ai répondu bien franchement, c'est très dommage que tu te sois raté. Donc, à partir de ce... Pas pire, hein? Okay. Donc, à partir de... Tout qu'un échange, hein? Exact, ouais. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de partir. Moi, j'avais envie d'aller à l'école, tu sais, je voulais commencer mon cégep, là, fait que c'était à peu près à la fin de mon secondaire 5. J'étais très bon à l'école, donc j'ai pas eu de problème à l'école, ça avançait très vite. J'avais déjà fini mon secondaire 5 en anglais en secondaire 3. J'avais de l'avance, là. Fait que j'étais prêt à partir au cégep. J'avais fait des cours, j'ai vu la phase de Maillot, c'est que j'avais pris un cours d'anglais avancé pour pouvoir terminer mon secondaire au complet à l'intérieur de 3 ans. Donc, j'ai quitté pour le cégep. Donc, je suis allé vivre chez ma mère parce que le cégep était plus proche de chez ma mère. Et là, je suis retourné chez elle. Elle devait être contente. Elle était contente, mais la situation avait changé un peu parce que, disons qu'avec le beau-père, ben, ils ont commencé à, je pense, vivre leur intimité sexuelle un peu plus ouvertement à l'intérieur du domicile. Et là, je suis rentré en tant que presque adulte dans leur monde à eux, là, leur monde de couple dans leur maison. Et j'ai senti beaucoup trop leur intimité au point où je ne pouvais pas vivre dans ces conditions-là. Ça m'écœurait vraiment beaucoup. Donc, quelques exemples. Des petits bisous, du poignage de fesses, flatter des seins, tous des petits contacts comme ça au courant de la journée, puis se regarder longtemps. Je parle de mon beau-père et ma mère, là, puis ils prenaient beaucoup, beaucoup de temps ensemble à être intimes, puis je sais pas si elle faisait ça comme dans le but de me rendre jaloux ou quelque chose comme ça. Non, impossible, frère! Oh, oui, c'est possible. Et c'était clairement pour ça. Puis en plus, est-ce que le bonheur... Attendez un peu. Votre coming out, là, c'était à l'effet que vous étiez homosexuel? Tout à fait. Ben oui, mais comment la bonne femme peut vous considérer comme l'homme de sa vie si vous êtes homo? Qu'est-ce que ça change? C'est pas elle qui est homosexuelle. Ben oui, mais regardez, elle vous aime énormément, elle est en amour avec vous, mais vous aimez les hommes. Tout à fait. C'est une bonne question. S'il faut que je trouve une réponse à ça, je vais elle dire... n'a pas compris ce que veut... Ah non, elle n'a pas compris ce que veut dire l'orientation sexuelle, parce que vous, c'est plus le conjoint, le beau-père qui aurait pu vous attirer, pas elle. Oui, peut-être pas. Mais oui, effectivement. Comment ça se fait qu'elle n'a pas justement arrêté cette espèce de convoitise-là à partir du moment où j'ai affirmé mon orientation sexuelle? Des comportements amoureux de la part de la bonne femme quand vous étiez jeune. Les principaux, là. Rapidement. C'est fou, OK? Tout le temps collé, flatter les cheveux, assis sur le divan, là, en cuillère. C'était toujours des « je t'aime, mon minou », puis proche dans l'oreille. Jusqu'à quel âge en cuillère? Hein?
Ben, jusqu'à temps que je dise que je voulais aller vivre chez mon père. J'étais plus capable. José, j'étais plus Ah oui, capable. je comprends. Mon minou, mon amour, mon canard, mon chou, mon chou-fleur, tout y passait. Le royaume animal au complet. Puis c'était l'enfer. À part ça, Ah, le bain, les baisers... Ben, le bain, ça n'a pas été si pire, mais je me rappelle jusqu'à 7 ans. Ben, Je me rappelle pas jusqu'à pire. 7 ans. Et je me souviens très bien que ma mère ne voulait pas toucher à mon pénis, OK? Parce qu'elle avait peur de me faire mal. Non. Et puis, à cause de ça, ouais, il rit. À cause de ça, j'ai eu des problèmes. J'ai dû me faire circoncire plus tard parce que j'étais pas assez décaloté. Elle oui. l'avait pas fait. Puis, elle demandé à mon père de le faire. Puis, mon père, il voulait pas que je fasse ça non plus. Non, ils ont bien fait. Ça n'a rien à voir. Mais Oui. même si c'était amusé avec votre prépuce, il y a des hommes, un petit pourcentage d'hommes qui ont le cap serré. Oui, ils ont le cap serré. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il s'agit de faire une petite circoncision, puis bonsoir la visite. Mais ça l'intéressait, votre petit pénis. Ça a l'air, hein? Ah oui, je me souviens quand même. Le sujet venait souvent, et c'était pas moi, en fait, qui amenait le sujet. Là. Je me rappelle, là, j'ai des souvenirs flous, justement, de discussions par rapport à mes érections, puis des choses comme ça. Puis vers, justement, 6, 7, 8 ans, à peu près. Oui. C'est dans les âges. Hein. Elle se souciait de votre développement psychosexuel. Oui, exact. Il y avait une très, très grosse ouverture du Et là, maintenant, psychosexuel. en 2020, votre lien avec elle, c'est quoi? Ben, mon lien avec elle, c'est sûr que j'ai été un ado plutôt agressif envers elle. Quand je suis allé vivre avec mon père, puis que je la voyais une fois ou 2 semaines, la fin de semaine, je lui pétais des crises solides. De lui dire justement que je n'étais pas son chum, que je n'étais pas son amour, qu'elle me faisait chier. Et puis, je lui ai déjà dit à un moment donné, je rêve de te tuer. Ça n'arrivera probablement jamais, mais ça te donne une idée à quel point je t'aime. Puis, je t'ai rendu là. C'était pas parce que, tu sais, je pense, je veux pas de mal à ma mère. Tu sais. Aujourd'hui, ma mère, ben, elle a vieilli, elle a pris sa retraite. C'est sûr qu'elle a changé. Hein. Elle change tout après des événements comme ça. Et aujourd'hui, elle essaie de me faire miroiter le nouveau elle, comme si elle avait toujours été comme ça. Mais je me souviens comment elle était avant. Je vais toujours m'en rappeler. Donc, j'ai adapté aussi mon attitude. Je l'appelle peut-être une fois par mois pour prendre des nouvelles. Puis, j'essaie de l'avoir le moins souvent possible. Mais... c'est ça. Parce que je le sais, je le sens. Puis, Mayou, je vous écoute depuis un méchant bout. Et puis, vous m'avez fait réaliser à un moment donné que des érections molles après avoir parlé à sa mère, c'est pas des jokes, là. C'est vrai. Tu sais, une soirée que tu appelles à 8 h le soir, qui est un petit peu saoule, là, puis que là, elle te parle dans le creux de l'oreille, là, puis là, tu sais, elle va pas parler directement de son excitation sexuelle. Là. C'est pas comme ça que ça se passe. Là. Elle parle de comment ça se passe. Elle parle. Parce qu'elle ne me pose pas de questions jamais. Elle parle de sa semaine. Puis elle parle de ses amis. D'ailleurs, j'ai déjà dit à un moment donné, tes affaires de vieille, ça ne m'intéresse pas. Par ça, tes chums de filles, pas à moi. T'sais. Je veux pas le savoir ce que tu fais avec tes chums de cartes. Là. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne fait pas partie de ma vie. Ça. C'est ta vie à toi. Ta vieille vie, tes maladies, tes bébites. Et puis, ça, elle avait comme semi-compris. Fait que depuis ce temps-là, quand elle discute, elle ne va pas me parler de ses affaires de vieille, mais elle va essayer de me parler de trucs de ce qu'ils ont fait sur la maison. Mais au final, c'est encore des affaires qui ne m'intéressent pas. Fait que j'essaie de couper ça court, mais des fois, elle est capable de me tenir un 45 minutes, 1 heure. À juste déblatérer là, sur ses affaires à elle. Donc, j'essaie de couper ça, puis j'essaie de faire en sorte que je ne réponds pas s'il est passé 7 heures, parce que je sais qu'il y a un verre dans le nez. Fait que je prends des appels, si, mettons, c'est le matin, là, vers midi. Fred, comment va sa sclérose en plaques? Ah oui, c'est ça. Ça, on n'a jamais reparlé. Elle l'a-tu eu, la sclérose en plaques? Qu'est-ce que t'en penses, José? Ma mère, elle est pas en chaise roulante par la tête. Elle marche sur ses 2 jambes, puis elle est bien correcte. Puis on parle de ça. Ça fait plus que... Ça fait 25 ans, peut-être. Tu sais, c'est ça. Une sclérose en plaques, là, en dedans de 25 ans, ça fait des ravages.
Merci de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Moi, savez-vous quoi? Je vais m'en souvenir de votre témoignage, je suis sûre. Quand c'est rendu que tu fais croire à ton fils que tu as sclérose en plaques puis que si tu stresses, tu vas mourir pour le garder auprès de toi, c'est que tu es rendu bas en tabac. C'est un exemple parmi des centaines de mille, ma chère Josée. On est dans la grande méchanceté. On est dans la grande méchanceté. Indeed, indeed, indeed. Ça termine bien l'émission. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'en reviens pas. Il y a toujours quelqu'un qui réussit à me surprendre. Tu sais, l'émission, on a beau la faire ensemble depuis longtemps, il y a toujours quelqu'un qui me surprend. L'humain, là, comment ça peut être beau, mais comment ça peut être laid, là, c'est Et fascinant. on se promène dans les rues. C'est calme, paisible, des beaux gazons bien coupés. Oui. On ne sait jamais ce qui se cache derrière les portes closes. Exactement. Jamais. Oui. On va se quitter là-dessus. On se retrouve vendredi. Demain, c'est congé et de meeting parce qu'il n'y a pas d'émission et d'émission. Et on se retrouve vendredi avec un spécial sexe croustillant. Alors, à bientôt. Préparé par Mme Arsenault. Avec plaisir, à part de ça. Yes. Et surveillé de près par le vieux barbu. Aucun doute là-dessus. Bye tout le monde. Merci Salut, bonne d'avoir journée. été là. Bye.